Salut la gang, Faberglass de MMA Talk et je suis là aujourd'hui pour mon preview de l'UFC Washington Overeem face à Rozenstruik. Et puis, tabarnouche, hein? On dirait qu'on est là à chialer à toutes les semaines, à dire « Oh, il y a trop d'événements, les cartes sont rendues plates, il y a juste un main event, puis après c'est du filler, blablabla. » Puis là, il n'y a pas d'UFC pendant 2 fins de semaine consécutives. Puis on se demande quoi faire de nos pots, on comprend rien le samedi soir, il n'y a pas de combat, il n'y a même pas de Bellator. On est, ben là, on est pas de combat, je fais quoi? Une vie sociale, des amis, on sait pas trop quoi faire, tu sais. Donc, au moins, en fin de semaine, on va pouvoir avoir notre fixe avec une carte de 12 combats qui existe. Là, il n'y a rien de ouh sur cette carte-là, mais il y a des combats. Il y a des gens qui vont rentrer dans une cage et se battre. Donc, c'est ça qu'on va écouter. Probablement, hein? En plus, ça fait semaine de ma fête, fait que je fais bien ce que je veux. Ceci étant dit, ben allons-y. Avec cette carte-là, on commence avec le combat principal, c'est chez les poids lourds et ça oppose à Alistair Overeem, à Jairzinho Rozenstruik. Et puis, oui, j'aimerais bien vous parler de ce combat-là en grand détail et tout, mais j'ai comme l'impression qu'il y a une affaire qui va arriver. Parce qu'on a vu Overeem dans ses derniers combats vraiment s'en sacrer puis prendre le chemin facile pour gagner les combats. Puis c'est correct, c'est ça que les combattant élite devrait faire. Si tu peux juste amener un dos au sol puis péter à la gueule en 1 minute et demie, pourquoi tu t'ostinerais avec lui 15 minutes debout à échanger puis à rendre ça serré puis à peut-être te faire prendre puis peut-être, tu sais. Surtout à Alistair Overeem, là, on s'entend que souvent, on l'a vu dans des combats super compétitifs debout, puis boum, un moment donné, se fait allumer ben raide, puis subir un des KO les plus violents qu'on a vu, puis à toutes les fois, c'est de plus en plus violent dans son cas, puis il n'y a pas juste genre 5 KO à sa fiche, là, ça commence à être un peu plus. Donc, j'ai tendance à penser qu'Overeem va juste amener ce combat-là au sol puis pendre out notre ami Jairzinho Rozenstruik au premier round. Et puis, tu sais, si tu regardes juste la prédiction de même, le Overeem TKO au premier round, ça fait peu de sens. Mais quand tu y penses, quand il a affronté Sergei Pavlovich, qui est un autre genre de... Il est beaucoup plus vieux que Rozenstruik, mais qui est un genre de heavyweight qu'on commence à apprendre son nom. Quelqu'un qui arrive tranquillement dans le bas du top 15, qui bat de la bonne compétition, qui est un bon combattant debout, très bon boxeur, très dangereux. On l'a vu finir plusieurs gars. Et puis, ben, c'est ça, c'est quelqu'un qui était dangereux pour Overeem. Puis je me disais, hey, ça va être un bon match-up, ça, debout, ça va échanger. Puis non, Overeem l'a juste amené contre la cage, le takedown, s'est pris une bonne position, il a laissé aller ses mains, puis il est allé chercher son TKO au premier round. Easy peasy comme ça. C'est un gars qui est capable aussi, si tu le laisses, de juste passer puis de te sauter au cou, puis de te soumettre par guillotine, de te soumettre par plein de choses. Il y a beaucoup de soumissions sur sa fiche, même si c'est quelqu'un qui est considéré comme étant un kickboxer. Et puis, ben, le sol de Rozenstruik est absolument non testé. Il n'aura pas affronté quelqu'un qui est compétent au sol comme Alistair Overeem à date dans sa carrière. Et puis, oui, Overeem peut décider de se pointer contre un très bon kickboxer très puissant qui finit la majorité de ses adversaires assez rapidement. Puis échanger, puis peut-être se retrouver comme il est arrivé contre Francis Ngannou, puis se faire arracher la tête complètement. Ou il peut juste décider d'amener ce combat-là au sol, puis probablement gagner facilement. Puis c'est assez difficile pour moi de ne pas y aller avec cette option-là, quand j'ai vu Overeem faire exactement ça dans ses derniers combats. Donc, Alistair Overeem par TKO, ground and pound au sol, au premier round. Je pense que c'est une prédiction raisonnable. Ça nous mène au co-main event de la soirée. Très bon combat chez les dames, 115 livres. Marina Rodriguez face à Cynthia Calvillo. Et si ce combat-là était pour se disputer selon le style match-up que c'est actuellement, c'est-à-dire striker en Rodriguez versus grappler en Calvillo. J'aurais tendance à favoriser Cynthia Calvillo dans ce combat-là, parce qu'on a vu Rodriguez, très bon striker, technique, beau Muay Thai dans cette division-là, vraiment une des bonnes strikers Muay Thai. Peut-être pas au niveau de Joanna Jędrzejczyk, peut-être pas comme Tug Rose, des combattantes comme ça, mais un bon, juste le step en bas. Là. Je pense qu'elle pourrait rivaliser avec les Michelle Waterson, notamment, dans la division debout. Ceci étant dit, une bonne first layer takedown defense. Mais c'est sûr que pour l'exploiter, on a vu Randa Marcos avoir du succès comme ça d'ailleurs, où il y a un combat nul entre les deux, c'est de l'amener au sol. Puis Cynthia Calvillo est justement une bonne lutteuse, et puis un jiu-jitsu absolument incroyable, une des meilleures dans la division. Cependant, dans ses derniers combats, on l'a tellement vu s'obstiner à vouloir se battre debout, puis on dirait que c'est la genre de personne qui a une carte cachée, là, un joker dans sa poche arrière, puis qui se dit « je l'ai, je suis correct, je suis safe, je l'ai, puis je vais m'en servir si j'ai à m'en servir. » Puis ça fait qu'elle passe beaucoup trop de temps à essayer d'échanger debout contre des strikers supérieurs, puis que ça fait que ses combats sont trop serrés. Cynthia Calvillo devrait
littéralement juste se servir de ses mains pour set-up un takedown ou set-up une entrée contre la cage où elle peut être accrochée à son adversaire puis essayer de la traîner au sol coûte que coûte, d'où elle est capable de faire des choses absolument incroyables. Ça le fait pas cependant, puis c'est sûr que si elle arrive dans ce combat-là, elle est super focus, puis elle dit c'est ça que je fais, puis elle essaie d'amener Rodriguez au sol, puis elle se concentre uniquement là-dessus. J'ai pas mal confiance qu'elle peut la soumettre là, avant la fin du combat. J'ai juste pas confiance que c'est ça qu'elle va faire, puis j'ai l'impression que ça va être comme dans ses derniers combats où ça va au sol, on est en business, mais qu'elle ne va jamais vraiment essayer d'amener le combat au sol jusqu'au moment où ça ira plus bien debout. Puis comme je disais, quand ça va plus bien debout, c'est là que tes takedowns sont télégraphiés, naturellement, parce que tu veux juste changer la phase coûte que coûte, puis c'est facile de voir tes takedowns venir. Et Marina Rodriguez défend bien les takedowns quand ils sont télégraphiés. Elle a une bonne première couche. C'est une fille qu'il faut que tu rentres, tu vas sûrement manquer ton shot, mais là tu chain wrestle, tu continues, tu l'amènes contre la cage, tu travailles, tu changes. Single leg, double leg, tu switches tes takedowns de temps, puis tu vas finir par en trouver un qui va marcher ou la déstabiliser, juste lander un petit trip, la traîner à terre avec un body lock. Peu importe, tu dois chain wrestle. Et j'ai pas confiance que Calvillo va faire ça tout simplement. Donc j'ai Rodriguez par décision. Ça nous mène à un combat de poids lourd que je peux pas croire. Je peux juste pas croire. C'est Stephen Struve contre Ben Rothwell. Puis Ben Rothwell a été tellement horrible depuis son retour à la compétition. Là, je pense que ça fait 2 ou 3 combats depuis qu'il revient. Je me rappelle plus trop. Mais c'est non remarquable. C'est quelqu'un qui pull pas le trigger, absolument pas, qui a jamais été un fast-paced fighter. On s'entend, ça a pas mal toujours été un gros plodding guy qui est prêt à te craquer un gros counter en plein milieu si tu fais mal. Mais là, on dirait que les counters viennent juste plus, puis il passe des 15 minutes à regarder son adversaire travailler contre lui. Puis je peux juste pas le pick. Puis ça me fait capoter, parce que j'ai l'impression que je peux juste pas pick Stephen Struve non plus, là. On s'entend, mais si tu me demandes en qui j'ai le plus confiance, le présentement, là, en 2019, en décembre 2019, à l'aube de l'année 2020, en qui j'ai plus confiance, présentement, en Stephen Struve et Big Ben Rothwell, c'est Stephen Struve. J'ai Stephen Struve par décision dans ce combat-là, somehow. Ça nous mène un autre bon combat chez les dames, 135 livres, Aspen Ladd face à Yana Kunitskaya. Et puis c'est exactement ça que je voulais voir là, d'Aspen Ladd comme genre de step down après sa défaite contre The Randami, même si je pense qu'elle aurait mérité plus de temps contre The Randami, d'essayer de se remettre sur ses pieds là, de cette shot-là qu'il l'a droppé. Puis c'est sûr qu'elle aurait peut-être pas gagné. Je pensais pas qu'elle allait vraiment battre Germaine à moins de l'amener au sol. Mais je pensais pas qu'il fallait que ça finisse comme ça non plus nécessairement. Je pense qu'elle aurait mérité plus de temps. C'est sûr, ce qui m'inquiète le plus dans ce combat-là, comme dans tous les combats d'Aspen Ladd, c'est la pesée. C'est savoir, va-t-elle faire le poids? Qu'est-ce qu'elle va avoir l'air sur la balance? Parce que souvent, elle réussit à faire le poids Aspen Ladd, mais elle a l'air d'être en train de mourir à shake. Faut que le monde la tienne littéralement sur la balance. C'est pas des belles scènes là, à voir la majorité du temps quand elle essaie de faire le poids. C'est ce qui m'inquiète le plus parce que Kunitskaya est grosse puis elle est raide là, pour cette division-là. Puis c'était pour manquer de jus contre elle. Ça se peut que ça finisse très très mal. Je pense que Ladd va cependant avoir assez de jus pour tout simplement réussir à la finir au sol. C'est une bonne combattante, quelqu'un qui a des mains qui sont de mieux en mieux, mais qui justement se sert de ses mains pour setuper ses takedowns, comme devrait le faire une Cynthia Calvillo. Aspen Ladd le fait bien, travaille bien contre la cage, c'est quelqu'un qui a un très bon top control, puis le ground and pound probablement le plus violent chez les 135 livres. Après celui d'Amanda Nunes, là, mais je pense même pas qu'on peut calculer Amanda Nunes comme étant dans la catégorie des autres filles qui se battent dans cette division-là. Je pense que ça, c'est un fait qui est connu. Donc, c'est ça. J'ai Aspen Ladd, je pense que elle va au moins se donner un round, essayer de figure out son adversaire. Kunitskaya est une bonne adversaire, quelqu'un qui est compétente debout, compétente au sol. Je vous dirais qu'elle n'excelle pas vraiment nulle part. Moi, ce que je crois que est sa meilleure caractéristique, c'est sa size. C'est quelqu'un qui est quand même assez imposante à ce point-là, puis qui a l'air d'être forte physiquement par rapport à ses adversaires la majorité du temps. Et puis c'est ça qui fait qu'elle est dangereuse dans le clinch. Elle a des bons tie-ups, ça va être difficile de l'amener au sol. Donc je pense que Ladd va devoir travailler, mais quand elle va réussir à lander ses takedowns, elle va take over ce combat-là et probablement la finir avec son ground and pound à quelque part au round 2. Ça nous mène aux 2 combats les plus difficiles de la carte à prédire, et c'est les 2 chez les 135 livres. Le premier d'entre eux, c'est Cody Stamann contre Song Yadong. Et puis, tabarnouche que ça va être un bon combat
tactique, ça. Je m'attends pas à ce que ce soit le fight of the night. Je m'attends pas à ce que ça soit genre, oh mon dieu, t'as-tu vu les deux brawlers qui se sont soignés par la tête? C'est absolument incroyable. Mais ça va être un bon combat tactique. Puis la personne qui va avoir le meilleur game plan, la personne qui va être capable d'exécuter son game plan le mieux, va être celle qui va gagner ce combat-là. Parce que Song Yadong est excessivement athlétique, excessivement puissant, rapide. Les caractéristiques physiques qui viennent avec un athlète naturel. Song Yadong les a. Et puis il a réussi aussi à se développer une très belle technique debout. C'est vraiment un clean striker, très rapide comme je l'ai dit. Puis il est capable de lander ses coups, place bien ses shots, a une très bonne sélection de shots, assez variée aussi. C'est pas quelqu'un qui est tant facile à venir voir, à voir venir plutôt. Mais bref, ce qui me gosse un peu, c'est le pace de Song Yadong. C'est quelqu'un qui est prêt à faire beaucoup de regardage, beaucoup de feintage, beaucoup de lisage de réaction, puis qui lance peut-être un peu moins qu'il devrait. Puis ça fait qu'il s'est retrouvé dans des combats quand même serrés, je trouve, jusqu'à présent. Et s'il y a une personne avec qui tu ne veux pas te retrouver dans un combat serré à 135 livres, c'est Cody Stamann. C'est un maître là, pour ça. C'est le gars qui va t'arracher une split decision en tout-workant. Mais c'est pas quelqu'un qui tout-work parce qu'il y a tellement un pace, puis il travaille sans arrêt, puis wow, c'est incroyable, puis il est difficile à suivre. Au contraire, c'est un excellent combattant défensif. C'est un combattant qui est dur à toucher clean, puis ça fait que lui, il peut garder le pace qu'il veut, qui est pas un pace rapide non plus. C'est quelqu'un qui, s'il est capable de faire beaucoup de clinching contre la cage, de contrôler, d'essayer d'être lourd sur son adversaire, de wear on him, ben c'est là qu'il se retrouve à son meilleur. À distance, c'est un bon striker, comme je dis, mais c'est plus un striker défensif. Quelqu'un qui va essayer de ne pas trop se faire toucher, comme ça, les shots qu'il va lancer et qui vont toucher vont être supérieurs à ceux de son adversaire, juste parce qu'il est difficile à atteindre quand même. C'est un bon combattant. C'est un combattant que j'ai comme l'impression que c'est peut-être un peu trop tôt pour Song Yadong, mais d'un autre côté, Yadong a quand même beaucoup de combats. Je sais pas si c'est trop tôt, c'est juste un mauvais style match-up, là, dans le fond. C'est ce qu'on va avoir la chance de confirmer, mais j'ai l'impression que le fait que Yadong n'a pas le pace le plus élevé, ça va donner exactement le genre de combat que Cody Stamann veut. Puis ça va être un combat serré. Puis c'est le genre de combat que Cody Stamann enlève ça. De justesse, souvent. Mais c'est le genre de combat que Cody Stamann enlève. Surtout si Song Yadong. Je pense qu'il faut qu'il augmente un peu son volume s'il veut réussir à gagner ce combat-là. Et puis, tu sais, oui, va se faire counter. Cody Stamann est assez consistant là, dans ses shots qu'il lance, ses shots qu'il lance à chaque combat. C'est pas quelqu'un qu'on a vu avoir des temps gros gap entre ses shots landés de combat en combat. Donc, Stamann, on le sait ce qu'il va faire, il va être là, va faire sa petite affaire. Est-ce que Song Yadong va être en mesure d'en faire assez pour outworker Cody Stamann pour une décision? C'est ça que je suis pas sûr. Donc, pour cette raison-là, j'ai Cody Stamann par décision ici. Et l'autre combat, c'est chez les 135 livres, toujours Rob Font face à Ricky Simon. Et puis c'est un combat qui est difficile à prédire parce qu'on a vu Ricky Simon battre un genre de gars à la Rob Font, qui est Montel Jackson. Puis je dis pas qu'ils ont le même style. Rob Font est beaucoup plus striking oriented que Jackson, qui, oui, est un bon striker, mais qui aime bien utiliser ses grands bras pour te pogner des bodylock puis te press contre la cage. C'est une chose que Font fait moins. Même si c'est un bon lutteur, lui aussi, c'est quelque chose qu'il fait moins. C'est quelqu'un qui aime mieux se servir de ses mains, travailler derrière son jab. Très bon boxeur, clean, un gars qui s'entraîne avec Calvin Cater. Puis on le sait comment ces gars-là ont une très bonne technique et sont des combattants très sous-estimés debout. Et puis pourquoi j'ai beaucoup de difficultés avec ce combat-là, c'est que justement, on a vu Simon avoir du succès et gagner contre Montel Jackson. Mais c'est le genre de combat que quand tu regardes, tu te dis, ouais, Simon a gagné, mais c'était de justesse. Puis j'ai l'impression qu'avec un peu plus de seasoning, c'est le genre de combat que Montel Jackson pourrait gagner. Et puis Rob Font, c'est Montel Jackson avec un peu plus de seasoning. Donc c'est très difficile pour moi de pick ce combat-là. J'ai quand même l'impression que Ricky Simon va être capable de faire du bon travail, rentrer en dedans, donner de la difficulté à Rob Font. Mais comme je l'ai dit, Simon a un peu struggle dans son combat contre Montel Jackson. Puis j'ai l'impression que l'expérience de Rob Font, c'est ce qui manquait pour aller chercher ce combat-là. Puis il l'a. J'ai comme pas le choix. Je vais y aller avec Rob Font par décision dans ce combat-là. Et puis ça nous mène au prelim par la suite. Oui, exactement. Ça nous mène au prelim avec un combat chez les 170 livres. Thiago Alves
Tim Means. Ça va être un bon combat debout. Puis le bottom line ici, c'est que Thiago Alves a toujours été bon dans son style. Lui, il était pas, justement, lui non plus le combattant le plus actif. Parce que quand il lançait avec des bad intentions. Puis il fallait toujours que tu restes sur le qui-vive parce que tu sais qu'il te lancera pas 114 leg kicks par round. Mais tu le sais que les 10-15 qui vont te lancer, ils vont arriver en crise. Il faut que tu sois toujours sur tes gardes. Puis il faut que tu sois alerte contre un Thiago Alves. Désolé, mais en vieillissant, on dirait que cet effet-là, c'est un peu amoindri. Fait que les gars ont moins peur de lancer du volume face à Thiago Alves. Ils savent qu'il va quand même kicker des jambes, ils savent qu'il va quand même lancer en counter, puis ça va faire mal, mais ils ont moins peur, c'est moins lethal avant, il a perdu un petit step, puis c'est ça la différence, c'est que les gars ont moins peur maintenant de lancer beaucoup devant lui, puis s'il y a un gars qui va se mettre devant Thiago Alves et lancer tout plein, mais c'est absolument Tim Means, donc c'est sûr que si Thiago Alves ne réussit pas à passer un KO quelconque à Tim Means, va nécessairement se faire outstriker dans ce combat-là, donc du moins outlander dans ce combat-là. J'ai donc Tim Means par décision ici. Ça nous mène à un autre combat qui va être très intéressant, des gars que vous connaissez probablement pas. On a Billy Quarantillo qui affronte Jacob Kilburn. Et puis ça, là, Billy Quarantillo, c'est le gars qui est 100% offense, 0% defense. Takedown defense absolument horrible, super hittable debout. Là. Quand tu parles d'un gars qui lance du volume, puis qui a pas trop peur de défendre les punches qui reviennent vers lui avec sa face en continuant à lancer, mais c'est exactement Billy Quarantillo. Puis dans un match-up contre Jacob Kilburn, qui est principalement un power puncher, j'ai l'impression que c'est la manière parfaite de se faire knocker pour Quarantillo. Mais quand tu regardes son historique, quand tu regardes les combats qu'il a fait auparavant, il a déjà affronté des combattants qui frappaient très fort debout, qui étaient très puissants, et puis ben c'est pas fait knocker, c'est le genre de combat que Quarantillo ça fait décollisser au premier round, mais son adversaire ça prend du cardio à décollisser Quarantillo, puis ça fait que Billy ben il commence le deuxième round autant crazy qu'il a commencé le premier round, et puis finit par take over avec son volume, c'est comme ça qu'il gagne ses combats. On a un gars de first round KO contre un gars de TKO au troisième round parce qu'il a landé tellement de volume dans le combat qu'il a fini par avoir son adversaire à la fin. Et puis, tu sais, ça peut vraiment aller d'un côté comme de l'autre. Ça se peut que Billy Quarantillo affronte juste le gars qui est capable de le knocker, là, chose qui va nécessairement arriver un jour, même si le gars il a un très bon menton. Tu peux pas te faire frapper de même sans te faire knocker. C'est même arrivé à Justin Gaethje. Fait que c'est sûr que ça risque d'arriver à Quarantillo un jour. Est-ce que Kilburn est ce gars-là, cependant? Peut-être que oui, mais de ce que j'ai vu, Quarantillo est quand même capable de dealer avec des power punchers comme ça. Puis je pense pas que Kilburn est comme une classe à part que les gars que Quarantillo a déjà affronté avant. Je pense même que Quarantillo a affronté de la bien meilleure compétition en général que Jacob Kilburn. Donc je pense que j'ai pas le choix d'y donner l'avantage dans ce combat-là par décision. Mais je m'attends vraiment pas à ce qu'il y ait un bon premier round dans ce combat-là. Puis ça se pourrait qu'il se fasse juste finir là. Mais je l'ai quand même par décision ici. Ensuite, 145 livres, Bryce Mitchell, Matt Sells, ça va être très bon. Et j'ai tendance à y aller avec Bryce Mitchell ici. Parce que Matt Sells, c'est un bon combattant si tu lui laisses le temps de travailler debout. Ça va être des nightmares. Ça va être des nightmares complets pour toi. C'est un bon combattant capable de trouver ses shots, bien setuper ses opportunités, de la manière qu'il bouge, de la manière qu'il fait les choses. C'est un Alliance MMA fighter. Là, je suis pas mal sûr de ce que j'avance, même si j'ai pas vérifié. Juste de la manière qu'il bouge, qu'il se déplace. Là, c'est du Dominic Cruz, c'est du Eric Del Fierro tout craché ce qu'il fait. Et puis c'est un bon grappler aussi. C'est un gars qui scramble assez bien. Cependant, contre Bryce Mitchell, le combat, d'après moi, ça va être un scramble. Et puis Matt Sells, pour gagner ses combats, généralement, doit réussir à gagner des scrambles, ce qui lui permet de se battre debout contre ses adversaires. J'ai l'impression qu'il va peut-être gagner des scrambles contre Bryce Mitchell, mais Bryce Mitchell va jamais arrêter d'aller à lui comme un vrai pitbull, et puis il risque de gagner un scramble pour être obligé de scramble encore, puis à la longue, il va pas toutes les gagner. Puis pour cette raison-là, ben, j'ai Bryce Mitchell par décision
ici. Ensuite, on va aller plus rapidement. On a 155 livres. Premier combat des prelims. Joseph Solecki contre Matt Wyman. J'ai Joseph Solecki par décision. Il n'y a aucune question là, de pick Matt Wyman en fin 2019. On l'a vu de son retour cette année. Ça avait l'air de quoi? Ça a l'air d'absolument rien. Donc, va encore perdre ici, d'après moi. Ensuite, on tombe sur Fight Pass. Virna Jandiroba affronte Mallory Martin qui arrive sur short notice dans ce combat-là. J'ai l'ex-championne de Invicta, Virna Jandiroba ici. Très bonne grapplers, très bonne takedown artist. C'est quelqu'un qui, oui, des fois, quand elle se retrouve contre une meilleure lutteuse qu'elle, peut se retrouver pris debout, puis c'est là que ça va un peu moins bien. Mallory Martin manque un peu d'expérience pour arriver sur short notice puis affronter une combattante de cette trempe-là. Je pense que c'est juste ça le bottom line ici. Puis c'est pour cette raison-là que Virna va probablement gagner par soumission à quelque part au deuxième round, genre Burn Naked Choke, là, de quoi de ben standard. Premier combat de la soirée, on a Mahmoud Muradov et Trevor Smith. Et puis ça va être drôle, ça va être absolument très drôle. Parce que, écoute, Trevor Smith, c'est un drôle de combattant. Hein. C'est difficile. C'est le genre de gars qui est un lutteur puis qui réussit à take down tous ses adversaires, mais même en réussissant à take down tous ses adversaires, il réussit rarement à gagner les combats. C'est quelqu'un qu'il faut gagner un peu à l'ombre de Matt Sells, là, autant bizarre ça peut sembler de comparer Trevor Smith et Matt Sells, que tu parles d'un lutteur bien obstiné contre un gars qui a besoin de se battre debout. J'ai l'impression que Trevor Smith a besoin d'avoir un certain niveau de succès debout pour être capable de gagner ses combats, parce que comme je l'ai dit, il take down tous ses adversaires, il réussit à tous les take down, mais soit qu'il garde pas ça là, assez longtemps, ou perd un scramble parce qu'il est pas super athlétique, puis ça fait que le combat revient debout, puis il y aura pas de succès là, contre Mahmoud Muradov debout. Je pense pas que c'est un combat qui va avoir du succès debout contre, donc il va peut-être le take down une fois ou deux, il va probablement se faire péter la gueule debout le restant du temps, donc j'ai Mahmoud Muradov par décision dans ce combat-là, puis ça conclut mes analyses et prédictions complètes pour la carte de l'UFC Washington, UFC on ESPN 7, UFC Overeem contre Rozenstruik. Peu importe comment tu as envie d'appeler ça, appelle ça comme tu veux, ça ne me dérange pas. Ceci étant dit, laissez-moi un like. Si vous avez apprécié, laissez-moi un commentaire pour me faire part de vos commentaires. C'est ça la nature un peu de la patente. Abonnez-vous aussi à Facebook. Facebook, c'est MMA Talk. YouTube, MMA Talk. C'est probablement sur un des deux, vous êtes en train de l'écouter. Il y a Instagram et tout. J'essaie de mettre de plus en plus de contenu sur Instagram. Le monde qui le suit, s'en rend compte, hein? Ben oui. Fait que suivez MMA Talk sur Instagram, c'est The MMA Talk, THE MMA Talk, tout ensemble. Et sur Twitter, finalement, THE-MMA Talk. Visitez le MMAtalk.ca. C'est là qu'il faut que je m'améliore sur le site internet. Je pose passer, je le sais, mais tabarnouche, man. Je suis juste une personne hein, qui fait tout. Fait que c'est dur des fois. Fait qu'allez m'encourager, allez voir le site internet. Vous êtes bien fin, je vous aime. À la prochaine. Ciao, ciao.